toutes et à tous, ou bonsoir, et bienvenue pour cet épisode 9 de l'exposé Catch, le podcast NWA, TNA, Total Non-Stop Action. Bienvenue à mon collègue Fox, bonsoir. Merci bien, bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps. Autant le dire directement, qui nous suivent activement au fil de l'année. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, mais nous sommes de retour, fini le chômé. Voilà. Ouais. Épisode 10 dès la semaine prochaine, je l'annonce déjà, voilà, je le dis. Semaine prochaine, épisode 10. D'ailleurs, voilà, pour vous donner quelques informations, ça fait précisément un mois qu'on n'avait pas refait de exposé catch sur NWA TNA. Ça fait très très longtemps. Donc, je t'invite directement à commencer. Donc, NWA TNA Total Non-Stop Action 9 s'est déroulé le 14 août 2002. Nashville, Tennessee, USA, dans l'arène du Tennessee State Fairgrounds, avec les commentateurs Mike Toney, Don West et Ed Ferrara, comme d'habitude. Et je te laisse poursuivre et commencer directement le show. Avant de commencer, je rappelle que le dernier épisode était excellent. On avait un excellent souvenir du dernier épisode avec la Dove Cup, qui en fait partie. On va voir ce que va donner cet épisode du 14 août 2002. Donc sans plus attendre, tu me dis de commencer. C'est exactement ce que je vais faire. On lance les hostilités avec le champion NWA, dernièrement couronné lors du dernier épisode, Ron The Truth Killings, qui débarque avec une promo, voilà, pour célébrer son règne, et il nous dit: vous savez quoi, vous vouliez la vérité, et la semaine dernière vous l'avez eu. Ouais. Maintenant vous êtes tous dans ma maison. Ma maison s'appelle le TNA Asylum. Aimez-le ou non. La semaine dernière était une récompense de ma 30e année sur cette planète. Et je suis devenu une légende. Je suis venu à NWA pour être sûr d'avoir l'opportunité que je méritais. Toute ma vie, ma couleur de peau a compliqué ma carrière de combattant, et je peux blâmer la WWF. On m'a dit, enfin un officiel expérimenté m'a dit, que je ne pouvais pas faire les mêmes erreurs que les autres. Pourquoi ? Parce que je suis un homme noir dans un monde d'hommes blancs. Merci à tous. Je ne joue dans le coin de personne. Pensez à vous-même. Si quelqu'un vous dit ça à vous ou à vos enfants, comment vous sentiriez-vous ? Je suis un homme noir dans un monde de blancs. Donc en regardant de ce point de vue, je suis une foutue légende. Je me fous de votre couleur. Vous merdez partout. Ce qui compte, c'est que vous faites de l'opportunité. Quand j'en ai une, je fais... Ce qui compte, c'est ce que vous faites de l'opportunité, pardon. Quand j'en ai une, je fais tout pour bien l'utiliser. Maintenant que je suis champion de la NWA, mon père m'a dit de ne jamais abandonner mes rêves. Parce que si tu le fais, une partie de toi mourra avec. Voilà. C'était la promo de Ron Killings. Parce qu'à la fin de la promo, il est coupé par... A wild slapnuts appears. Double J, Jeff Jarrett. Ah là là, en même temps. C'est beau ça. Donc musique de JJ qui vient confronter son partenaire du main event de ce soir et qui nous fait ok Walt Disney, mets tes rêves ailleurs car ton pire cauchemar est en face de toi. Et je ne crois pas une seule seconde, les merdes que tu racontes. La seule raison que tu sois là et moi ici, la seule raison que tu sois là et moi ici est aussi claire que ma peau. Ce qu'on a ici est comme la semaine dernière de la discrimination inversée. Et Trousse répond: oui. Discrimination inversée. Le seul fils de pute qui était dans le ring, la main levée, c'était moi. Aucune discrimination ici. Et Jeff de Nashville il répond: je n'ignore pas le fait que t'aies battu Shamrock ou que tu sois le nouveau champion. Ce que je dis est simple. On t'a donné l'opportunité alors qu'on me la vole chaque semaine. Je te demande cette chance ce soir, cette opportunité que je mérite à ton titre. Et Ron répond: tu sais quoi, Jeff ? Quand on est arrivé ici, on est devenus bons amis. Alors, Jeff, je parlais d'opportunité, donc ramène ton cul et viens prendre ton opportunité.
Et donc là, on est parti pour le match. S'ils vont se bagarrer. Et non, le vice-président de la WA, Bill Barnes, débarque avec un magnifique chapeau. Et la sécurité qui fait rire absolument tout le monde. T'as les commentateurs qui sont crevés de rire parce que t'as Barnes, il arrive en mode cow-boy avec son chapeau. Et il fait voilà comment on fait une entrée. Il y a un nouveau shérif en ville. Je viens prendre ma revanche. Botte mon cul une fois, honte à toi. Botte mon cul 2 fois, honte à toi. Alors Slappy, je vais te laisser savoir que Ricky Steamboat ne pourra pas être ici ce soir. Alors bonne nouvelle, tu regardes l'homme qui gère les affaires. Vous pouvez tous les deux vous battre comme vous voulez, mais ce ne sera pas officiel. Pour le titre, ce ne sera pas sanctionné. Fais ce que tu peux, Slappy Sapnuts. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et Jeff répond, la seule chose que je vais faire, c'est faire tourner ton cul. Et donc là, Jeff Jarrett, il s'avance vers Bill Barnes. Et Brian Lawler, le retour, débarque. Brian Lawler est de retour. Et il n'est plus allié avec Jeff Jarrett. Il attaque son ancien pote. Et donc, il frappe Jeff Jarrett, l'amenant jusqu'à la table des commentateurs. Il le frappe sur la table des commentateurs, puis il remonte sur la rampe avec Jeff Jarrett tout en le frappant. Et il veut choper une chaise au public, sauf qu'en fait, le gars du public ne veut pas lui laisser la chaise. C'est-à-dire que Lawler la prend, et le mec du public la retient, et que Lawler n'a pas la force de reprendre la chaise au gars du public. Ce qui crée un chaos où la sécurité vient les séparer, et ça finit les segments comme ça. Alors que Brian Lawler, il crie je sais ce que t'as fait, Jeff Jarrett! Et le segment finit là. Ouais. C'était assez bizarre la fin de segment. Mais voilà. Ron Killings est toujours dans son personnage un peu de complotiste. Jeff Jarrett, il est toujours cool pour l'instant. Brian Lawler, il a pop comme ça. Il a dit, il est arrivé, il a dit coucou, tu veux voir ma bite, et voilà, il est là. J'ai beaucoup aimé l'arrivée du vice-président avec la sécurité. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bon, c'est moyen pour commencer. Franchement, on a fait bouger une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Sans plus, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce segment. Après, le problème, c'est effectivement ça, c'est que le segment, tu sais où tu vas aller de toute manière, mais ça t'avance pas non plus que ça. Déjà que la fin du segment est un peu étonnante, mais bon, pas catastrophique, ça va, ça passe. Mais c'est vrai, je m'attendais à mieux, des segments Ron Killings, Jeff Jarrett. Brian Lawler, il est un peu là parce que voilà. Mais bon, je te laisse continuer, je te laisse poursuivre. Premier match de la soirée, 3 contre 3, avec notre première équipe, Kid Cash, Sharkboy et Slim J qui se secouent la bite. J'aimerais que ce soit une blague. Et en face, on a Roel Maximo et Amazing Red, les SATs. Je vais te laisser parler de ce match, évidemment. Alors, donc du coup, mes notes. On commence avec Kid Cash et Rosé Maximo. Déjà, c'est bien. Le début du match est assez bien. Il y a des séquences assez fluides. J'ai noté un spring shot Hurricane Rana de Kid Cash vers l'extérieur, donc c'était assez excellent, c'était très bien exécuté. Ensuite, on enchaîne assez les dives, donc Suicide Dive de Roel, Slingshot Swenton de Sharkboy, Diving Moonsault à l'extérieur de Slim J, Springboard Swenton de Kid vers l'extérieur. Après, on retourne vers le ring, Slingshot Leg Drop de Kid sur le ring sur Roel. 1, 2, dégagement en compte de 2. Alors, à un moment donné, un peu plus tard dans le match, Roel et tient Slim J en torturac. Amazing Red et Rosé Maximo, voilà. Rosé Maximo, ils vont faire des double full stomp à la suite. À un moment donné, Amazing Red, en fait, il veut rebondir en salto avant sur Kid. Et je sais pas ce qu'il veut faire. Je pense qu'il veut faire un Canada, mais ça marche pas trop. On va dire qu'il a fait un Shining Wizard, voilà. Ensuite, donc du coup, on a un super Power Slam depuis la 3e corde de Kid. Ce que j'ai noté globalement dans le match côté Slim J, c'est qu'en plus de se toucher les couilles, c'est qu'il est très dangereux, vraiment très dangereux. Déjà, il atterrit vraiment bizarrement, tu sais, quand il doit faire des plongeons sur ses adversaires. Je trouve que c'est pas très très bien. Genre lors d'un échange par équipe avec Kid Cash, il est mal atterri sur
sur Amazing Red. C'était assez bizarre à voir. Après un finish splash où en fait il s'est fait esquiver, c'était bizarre la chute. Donc voilà, peut-être l'inexpérience à cette période. Kid il a enchaîné un corkscrew et Kanana, puis un très bon dans la DDT sans les décors, juste il a sauté en jumping dans la DDT. C'était magnifique. Ensuite, vers la fin du match, donc double Spanish Fly sur Slim J de Ace AT. Le Insane Red Drop de la troisième corde de Amazing Ride pour la victoire. C'était un match bien. Le MVP de ce match, c'est Kid Cash, largement. Et c'est tout ce que j'ai à en dire. C'était bien. C'était un peu un spot fest. Il n'y avait pas beaucoup de selling. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Je te laisse en communiquer davantage. Eh bien, effectivement, c'était le spot fest de la soirée, comme on en a quasiment toujours un. Ouais. Match appréciable. C'est un des meilleurs matchs de la soirée, je peux déjà l'annoncer. Donc, oui. Ouais. J'aime bien Amazing Red qui trouve son statut légende de l'indie. À côté de ça, les Maximo montrent un bon côté d'eux, même si on verra que un problème avec cette équipe, c'est que il manque cruellement de personnalité, si ce n'est être évidemment jumeaux. Kid Cash qui débarque à la TNA, ça fait plaisir. Shark Boy également, voilà, Shark Boy de la WCW, excusez-moi. Et cette nouvelle édition de Slim J qui en 2022 sera superstar chez AEW. Si vous vous en rappelez dans les Trustbusters avec Dave Harry, bien sûr, Sonny Kiss à un moment, et évidemment Parker Boudreau. Goldilocks en coulisses avec les Dubs. Elle leur demande de ne pas la toucher, sinon elle les tue, c'est ce qu'elle a dit. Ah. Ça, on parle évidemment de la semaine dernière avec le Dub Cup match et finit par demander à Lox de lui toucher les couilles. Mais lui met un micro dans les couilles pour évidemment lui faire mal, faire éviter ses paroles. Beau veut lui montrer leur maison et à un moment il cite la merde. Il le dit comme ça, il le fait vraiment. Il dit je sais plus quoi, shit. Il insiste sur shit. Et il ouvre la fameuse maison qui sont clairement les chiottes de Shrek. Voilà. Et on peut voir à l'écran que Goldilocks sent une odeur. Elle est dégoûtée. Et elle est dégoûtée. Ça pue un max, vraiment. Elle le dit, ça pue la mort. Une odeur de mort qui s'échappe des toilettes de Shrek. Et on a aussi Bod-Up qui parle de chocolaterie. Je vous laisse imaginer ce qu'était en fait cette espèce de cabane. Même si je vous ai donné un indice là-dessus. Enfin bref, passons à des choses plus intéressantes. Car Bruce fait son entrée, Misty est née. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que la chocolaterie. Il prend évidemment un micro pour faire une promo pour célébrer son statut de Misty est née. Et il dit je vous aime tous et vous faites de mon règne un règne parfait. Je vous aime tous. Gagner cet Evening Gold match fait de moi quelqu'un de plus féminin que la femme de Mike Tenay, que les femmes dans l'arène. Alors maintenant, tous les hommes fantasment sur ce qu'ils pourraient faire avec Misty est née. Remballez vos prostituées. Alors je challenge quelqu'un dans l'arène. Quel gros trou veut m'affronter? Elle là-bas n'est pas une femme. La vieille, je peux te frapper, franchement, je peux frapper des vieilles comme toi. Si la femme là-bas est bien une femme, elle peut m'affronter. Il suffit de signer. Et là, la femme signe le papier, elle rentre dans le match, la cloche sonne, et avant, qu'est-ce que tu as à en dire? Alors, moi, j'ai juste retenu une seule chose qui m'a... Allez, c'est le seul truc qui m'a fait un peu réagir du segment, c'est la foule qui chante « Tu suces des bites ». Voilà. Voilà, la maturité. J'ai retenu que ça. Voilà,
Ah ouais, désolé, à un moment j'ai juste retenu ça, c'est pas de ma faute, c'est. Non, mais je Bon, c'est comprends. long. Non mais voilà, désolé, on peut passer. Bon, on peut passer au match. Hein. Bon, j'ai pas grand chose à dire, mais vas-y, on peut passer au match. Alors, du coup, Tina, elle va tabasser Bruce, tout simplement. Et en gros, au début du match, elle va mettre des prises. Bon, on voit qu'elle a vite fait un peu fait de catch avant de rentrer sur le ring. Bruce, il va tenter de fuir plusieurs fois. Et allez, au bout de même pas 2 minutes, Bruce, en faisant aucune prise, il va juste faire un petit paquet, un small package, de nulle part. 1, 2, 3, on n'en parle plus, c'est fini. Hasta la vista. C'était très Joseph. Même on est vite passé à autre chose. Hein. C'est-à-dire, allez, c'est bon, on a fini. Écran noir, fondu en noir, et après on passe à un autre segment. C'était littéralement ça. On n'a pas. Je pense que toi aussi, t'as pas grand-chose à dire, j'imagine. Non, car je vais parler du prochain segment. Voilà. Prochain segment, je décide d'en parler maintenant, qui est un peu surprenant parce qu'il n'était pas dans la version du show qu'on a pu visionner. C'est un match qu'on a déjà eu dans les dernières semaines entre Ron ou Donaris, mais je ne saurais donc définitivement jamais, face Donaris. aux membres des disciples de la nouvelle église, à savoir Malice dans un Last Man Standing. Alors je sais pas si tu as beaucoup noté du match parce qu'on a vraiment eu en qualité assez pauvre. Donc je te laisse le micro bien sûr. Alors, je n'ai pas noté grand-chose, mais on va en parler. Donc, ça part directement dans la bagarre. Ça se voit aux abords du ring, sur le ring, au sommet de la rampe. Don, il étrangle Malice avec une chaîne. On en reparlera d'ailleurs de ça. Don installe une table. Donc là, on peut se dire le théorème, peut-être. Le théorème, celui qui installe la table passe à travers la table. Powerbomb de Malice, qui d'ailleurs, par ailleurs, j'ai noté à ce moment-là, il fait toujours pas son choc slam. Voilà, il y a toujours le problème du je fais mon choc slam après le match. Mais c'est au moment où j'ai noté ça, parce que j'avoue, je notais pas, enfin, je regardais pas trop le match. Hein. Justement, tentative de choc slam après, contré en DDT par Donaris. Du coup, Malice, il va totalement nocelle. Hein. Le DDT, pas fond sur l'aide d'un coup. À un moment donné, du coup, on est sur la 3e corde, la table est derrière. Back body drop, suplex de Malice du haut de la 3e corde sur la table. Le théorème marche, du coup. Sauf que c'est Donaris qui se relève en premier. Compte de 10. Il gagne. Enfin, Malice essaie aussi de se relever, mais lui, il va être allongé comme un con au sol et il se relève juste après. Après le match, après ça te fait passer à travers une table. Fist bump. Enfin, fist shake, tranquille. Bah, pourquoi pas. Écoute, hier, la semaine dernière, tu m'as fait saigner, mais bon, c'est l'histoire ancienne maintenant, c'est bon, on a terminé l'histoire. Globalement, c'était Osef, d'ailleurs, ils n'ont pas du tout seul le spot sur la table. Hein. Ils étaient debout, tranquillement, voilà, non mais rien ne s'est passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Et toi? Effectivement, match Joseph, comme tu dis. Moi, je vais évidemment parler de l'aspect un peu plus les coulisses de ce match. Alors, voilà, on voit que Malice serre la main de son adversaire. Dans la storyline, Malice quitte le disciple de la nouvelle église. C'est donc la fin pour lui dans ce clan. Et c'est aussi la fin pour lui à la NWA. Et attention à la phrase que je vais dire, c'est la fin aussi pour lui dans la vie. Oui. Car très peu de temps après ces événements, Malice va malheureusement décéder. Dans la vraie vie, un paquet faible évidemment, vous l'aurez compris. Ouais, je l'avais déjà évoqué lors de l'épisode 8. Cette fois-ci, c'est bel et bien son dernier match. Donc, rest in peace, Malice, repose en paix. C'était la dernière fois qu'on le voyait. Donc, c'est sur ces mots que nous allons passer à la suite. On retrouve évidemment Goldilocks, comme d'habitude, en coulisses, qui vient interviewer Jeff Jarrett pour lui demander ce qu'il a fait à Brian Lawler. Il répond évidemment qu'il ne comprend pas du tout, mais que ce soir il va faire équipe avec l'homme qui a sa ceinture.
Et en parlant de déchets, il va aller chercher Bill Barnes. Il va le chercher sur les chiottes. Voilà. Il le sort, il le frappe avec des coups de pied. En se barrant des coulisses, il fait face à Loki. Il se barre. Bodup bouscule Théo. Théo, le nain. Et dit qu'ils vont aller régler ça dans le match. Dans le ring, pardon. Sur ces mots que j'entends de l'annonceur Thierry Borache. Dub Cup match. Voilà. Et donc je vais te laisser en parler. Voilà. Le Dub Cup match de cette semaine. Voilà. Donc, petit rappel, si je ne dis pas trop de conneries, en gros, il y a un système de points en fonction, il y a des actions à faire pour gagner des points. Si je me rappelle bien, il faut avoir 10 points pour gagner le match. Exactement. Voilà. Il y a des points spécifiques. Par exemple, du coup, Théo, il va directement aller à la bagarre. Et Théo, il va tabasser Jérémy Borache. Normalement, si je dis pas de conneries, il gagne 3 points en frappant Jérémy Borache. Truc comme ça. Après, il va mettre des coups de couvercle de poubelle. Normalement, je sais pas s'il gagne. Je crois, oui, il gagne des points avec ça. Je crois, normalement, c'est environ 3 points, encore une fois. Après, il y a des coups de chaise. Il y a le bâton avec le cheval au bout. Voilà, désolé, je me rappelle plus du nom exact. Et en gros, voilà. Et en gros, s'il met, normalement, ça, s'il le met dans le cul de Beau, normalement, ça vaut 5 points, je crois. Legit 5 points dans le cul. Sauf que si, par exemple, Bodup, il aime ça genre, j'aime bien ce qui s'est passé, bon, en gros, ça veut dire que les points ne comptent pas et même ça lui enlève des points. Tout simplement, c'est un peu farfelu, mais c'est giga drôle à regarder. Et quand tu connais le concept. Du coup, Beau, en fait, pendant que Théo allait faire ça, il a baissé son pantalon. Non mais vraiment, il n'y a pas de blague. Et après, Théo, il va le passer un peu, voilà, il va passer le truc en dessous de Beau, et paf, il va le remonter pour que ça atterrisse sur ses couilles. Donc Beau a un peu mal, évidemment. Donc du coup, le blow. Après, Beau, il va rendre le low blow sur Théo. Et du coup, Beau, il va tabasser le nain. Moi, et là, c'est la scène qui m'a un peu mis sur le cul. Ah, le chair shot dans la tête! Oh putain! Sur un nain! Sur un gars qui fait 1m30. Putain, c'est terrible à regarder. C'est à la fois incroyable, divertissant, mais terrible. Stan, il va ramener une planche à la hauteur de Théo. Du coup, Stan, il la met dans le coin pour préparer le terrain pour Beau. Beau, il va évidemment le projeter. Il va projeter Théo contre la planche. Stan, oui, c'est bien Stan. Stan, il va vers les coulisses, il va ouvrir une porte pour évidemment tabasser la mamie, parce que effectivement, si on tabasse une mamie, on peut gagner des points. Évidemment, je pense que ça ne va jamais arriver, parce que la mamie, à l'art du répondant, elle vient attaquer Stan. Donc voilà, quand même. Du coup, après, Beau, il se dirige tout en tenant Théo vers au sommet de la rampe d'entrée. Merde, comment ça s'appelle? Peux-tu me le rappeler, s'il te plaît? Pardon? En gros, Beau, il remonte sur la troisième, il remonte au sommet de la rampe d'entrée avec Théo. Mais comment ça s'appelle déjà le truc qui va ouvrir? Ah oui, les chiottes de Shrek. Ah oui, voilà, les chiots de Shrek, putain. Voilà, les chiots de Shrek. Du coup, il ouvre et Puppet, il sort du placard. Voilà. Enfin, il sort du placard, il sort des chiottes. Des chiots de Shrek. Shrek a chier Puppet, officiel. Mais ce qui me fume, c'est que normalement, ça doit puer, donc Puppet est là depuis un moment. C'est incroyable. C'est incroyable, putain. Puppet est une merde. Puppet pue. Et du coup, Puppet, il vient attaquer Beau, ce qui donne l'avantage à Théo, qui va tout simplement mettre la tête de Beau dans les chiottes, le monter dessus et gagner officiellement le match, tout simplement. Des questions? Et donc, Théo est Dub Cup Champion. Ouais.
Voilà, tout simplement. Et moi, je vais dire un truc très, très, très simple. Voilà. Non, mais désolé, mais Je vraiment, pense c'était le divertissement. que c'est le seul mot, le seul avis que je laisserai. Je ne dirai pas plus. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Excellent. Voilà. Et dans Bien, ces épisodes, je vais dans cet épisode passer à la suite. Street Fight Match avec Elix Clipper qui prend un micro et qui dit « Mon petit Brown, c'est ma maison. Et à ce que je sache, tu n'appartiens pas à cet endroit. Je ne t'ai pas donné la permission d'être ici. Alors je t'en supplie d'amener ton cul de poulet ici, que je puisse te déplumer. » Et on part au match avec mon petit Brown qui fait son entrée. Je vais encore une fois te laisser parler. et oui, incroyable. Du coup, ça commence directement sur la rampe d'entrée avec Elix qui vient chercher Monty. Sauf que Monty, Brown, il est derrière, donc il tabasse Elix. Il te le ramène au ring comme une merde, voilà, bout de bras en military press. Monty, à un moment, il étrangle Elix. Oui, il étrangle Elix. Dans les cordes. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont essayé d'étrangler comme ça. Elix, ensuite, il vient avec une chaîne, comme dans le premier match d'ailleurs, étrangler Monty. Non, pas dans le premier match, comme le Last Man Standing. Swing shot, twisting splash de Elix à l'extérieur sur Monty qui avait une poubelle sur lui. Enfin, qu'il avait évidemment installé. Hein. C'est pas Monty qui est con et qui l'a mis. Voilà. Coup de pané stop de Elix, comme si on était sur les démarrages de Touquet, 22. Voilà. Alpha évolution de Braun. Alpha bombe sur une poubelle de Braun. 1, 2, 3. On n'en parle plus. C'était là. On va dire ça fait le taf. J'avoue que j'étais pas trop dans le match. Voilà, de base, la rivalité, c'est une rivalité de transition pour Monty Brown, j'imagine. On le verra plus tard. Voilà. Parce que vu qu'on sait la suite, voilà, on sait que c'était une petite transition pour Monty Brown afin d'aller plus haut. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en as à dire? Qu'est-ce que tu en as à dire? Match assez court et franchement, c'est chier de le dire, mais il n'y a vraiment rien à en tirer, quoi. Comme depuis le début du show, globalement, il n'y a pas grand-chose à en tirer jusqu'à là. Donc bon, voilà. Je te laisse poursuivre, encore une fois. Bien, allons à la suite avec... j'ai l'impression de dire ça 10 fois par épisode. Goldilocks en coulisses qui interviewe les Flying Elvises avant leur match pour les Series Division. La gigantesque. Où ils vont devoir s'affronter, voilà. Estrada et Young font des refs à Elvis Presley avec des bandes noires sur les bras, enfin des conneries. Et Sonny Siaki les interrompt pour dire « Yo, Sonny Siaki a quelque chose à dire. » Premièrement, le roi est mort assis sur les toilettes, sortant les ordures, lâchant le feu du roi. Maintenant, cette équipe est à propos d'une seule chose. Sonny Siaki. Sonny Siaki est le sang de cette équipe. Sonny Siaki est le cœur de cette équipe. Sonny Siaki est les Flying Elvises. Et là, vous deux, vous débarquez avec vos bandes en hommage à un rien, à qui la fille a plus tourné 2 fois qu'elle vise dans sa tombe. Unir uniquement pour qu'un gros vous batte pendant le match. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'une idole et c'est simple. Vous avez le seul et unique Sonny Siaki. Goldilocks, Sonny Siaki a quitté l'interview. J'aime beaucoup Sonny Siaki. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Il est génial, en vrai. Vraiment, il gère son jeu, j'aime bien. Il maîtrise son sujet, comme on dit. Il maîtrise son sujet. Et du coup, comme souvent, quand on a un segment qui parle d'un match, le match se suit avec Loki qui fait son entrée pour défendre son titre X-Division contre les 3 Flying Elvises dans un Fatal 4-Way. Et donc, comme c'est un match, c'est évidemment le moment où je ferme ma bouche et je te laisse, bien évidemment, parler. Alors, ce que j'en ai à noter, Loki et Sonny Siaki, Sonny Siaki, pardon, vont commencer le match. Alors, il y a un moment, dès le début du match, Sonny Siaki va attraper Loki qui allait tenter son rolling Enziguri dans le coin. Il a attrapé en powerbomb du coup, magnifique. Voilà, c'était très bien exécuté, c'était parfait, le timing et tout, les placements, parfait. Roré Estrada, il va enchaîner un Death Valley
Death Valley Driver et il va faire le Springboard Moonsault. Il va tenter un Springboard Moonsault. Alors, heureusement qu'il y avait les genoux de Loki parce que vu comment il partait, il allait vraiment s'écraser la tête la première sur le ring. C'est exactement ce qui m'a un peu, voilà. Kick Crusher de Loki contre le Turnbuckle. Jimmy, rien à foutre. Il ne vend pas. Alors oui, là, on change entre-temps. Jimmy Young a pris le tag. Jimmy, il ne vend pas du tout. Il part directement en teaser lock dans les camps en cédant des cordes. D'accord. Si tu veux. Si tu veux. Là, on a un truc intéressant qui aurait pu être intéressant. Roré contre Jimmy Young en face à face. La confrontation se poursuit. Top Conilo de Roré, Estrada à l'extérieur. Dans la DDT de Roré sur le ring. Sauf que Jimmy, encore une fois, il n'aime pas celle. Il part directement au dropkick ensuite. D'accord, ok. Jimmy, après, il fait un sort de Boston Crab, un peu modifié, et ça fait taper Roro Estrada, donc il élimine son partenaire en soi. Ensuite, Missy Dropkick de Jimmy sur Loki, simplement 2. Et là, Jimmy, il est en feu, il veut monter sur la 3e corde, sauf que sur les Siaki qui est proche, il va lui écarter les jambes, le faire chuter contre Turnbuckle sur les parties intimes, sur les testicules, alors qu'il semblait peut-être pouvoir en conclure. Loki en profite, Kick Crusher sur le ring, 1, 2, 3, on n'en parle plus, élimination de Jimmy. Finale, Loki sur les Siaki. Et malheureusement, j'ai pas pu noter grand-chose. Ça s'est fini un peu anecdotiquement après un échange d'O'Connor Roll qui sera retourné en O'Connor Roll. Et du coup, Loki l'emporte et conserve le titre. Clairement, je vais le dire, c'est le moins bon match de la X-Division pour l'instant qu'on ait vu. La confrontation finale était beaucoup trop courte. Le match aurait pu avoir un storytelling à exploiter. Ça a été exploité, je trouve, à moitié. Enfin, on a eu des échanges intéressants, enfin, qui auraient pu être intéressants, mais qui pour moi n'est pas allé si loin que j'aurais perçu. À la limite, Solisiaki, ça pourrait pu rattraper quelque chose, mais il n'est pas allé plus loin que ce que j'aurais voulu avec la finale avec Loki. Par exemple, on pouvait aller plus loin, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a un peu déçu. Je reste sur ma faim. Première défense de Loki un peu mitigée, malgré le fait qu'il ait eu un excellent match la semaine dernière. Bon, nous, c'était il y a un mois qu'on en a parlé, mais voilà. Qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Je pensais que le match n'avait rien, encore une fois, apporté. Voilà. En fait, c'est dommage. J'ai marre de dire cette phrase. C'est dommage. On connaît le potentiel des 4 hommes. On l'a vu déjà avec les Flying Elvises qu'on découvre depuis maintenant 9 épisodes, qui sont très bons. Loki, il est plus à présenter, ce type. On sait qu'il est très bon. Et là, on voit un match à 4 où ils sont juste décevants. Ouais, mais même, putain, Jimmy Young, oui, je l'ai dit 2 fois. Le selling, mon ref, t'es dans un match de championnat. C'est horrible. Et voilà, et derrière, tu dis que le match n'a rien à apporter. Enfin, qu'il n'a rien à apporter. Alors qu'il avait des choses à apporter, c'est le pire de l'histoire. C'est qu'il pouvait apporter quelque chose avec les Flying Elvises. Ça n'a rien fait, ça n'a rien changé à notre vie. Ça servait à rien, concrètement. Si c'est juste pour faire si peu, c'est dommage. Pour moi, il y a un truc qui manque, une explosivité qui manque, qui soit in-ring et dans le storytelling. Ils sont passés à côté, je trouve. C'est fort dommage, je trouve. Eh bien, voilà. Maintenant qu'on passe, ça va être très drôle la phrase que je vais dire. Dans la voiture de Jerry Lynn, pour une interview. Donc on avait déjà vu Goldie en backstage, on a vu Goldie qui suit les gens dans la rue sous la pluie, on a Goldie qui suit les gens dans leur voiture. Voilà. Non mais Goldie, il faut en parler. Alors, je sais pas si son contrat y est inscrit harceleuse. Elle suit tout le monde partout, voyante. Elle s'incruste partout. C'est littéralement un catcheur. Il est chez lui avec sa femme, avec ses gosses. Il mange tranquillement. Et là, t'as Goldie, il arrive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation dans le main event? Vous allez faire équipe avec lui? Non, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais, Goldie? Donc, elle débute effectivement son interview comme ça.
Vous pensez que vous avez enterré la hache de guerre avec AJ, mais ça semble mal parti. Vous défendez vos titres ce soir contre Trousse et Jarrett. Vous pensez être sur la même longueur d'onde? Et Jerry répond: évidemment, quand il s'agit des titres par équipe, nous sommes professionnels. La semaine dernière était un three-way, chaque homme pour soi. C'était bien différent. Excuse-moi, je dois m'occuper de quelque chose. Et là, on a Jerry qui descend de sa caisse. Jerry Styles, il a vraiment une supérette. Putain. C'est le truc qui m'a fait le plus rire dans le show. C'est vraiment le mec qui fait: non, mais c'est bon, maintenant on est sur la même longueur d'onde. Attends, j'allais lui niquer sa mère d'ailleurs. D'ailleurs, n'empêche, le monde est tout petit. Hein. Le monde est vraiment tout petit. Et bizarrement, ils se croisent à ce moment-là, quoi. Le monde est tout petit. C'est incroyable. Je te laisse poursuivre. Non, je pense juste que Jerry Lynn, il a démarré sa caisse. Comme objectif, il juste allé niquer la mère des J-Styles, en fait. Il savait très bien ce qu'il faisait, là. Ah oui, à ce point-là, oui. Hein. Non, c'est incroyable. Là, pour le coup, c'était assez drôle, en vrai. Non, ça m'a vraiment fait rire. Et d'ailleurs, il le tabasse dans une baignoire. Voilà. Non, mais ça, c'est Libéré, tu as des baignoires devant. J'avoue, terrible l'ambiance. Hein. Bon, écoute, Toi, je me dis, par contre, là, on je va me dis à passer la un limite. truc qui va faire mal. Ouais. On a bien rigolé, on a bien dahak, comme disent les jeunes. Par contre, là, ça va plus aller. Là, Ouais. c'est, attention, Dave Tolkien. J'aime pas dire cette phrase. Putain, c'était bien la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, il y a 4 semaines, là, où il y avait les Dubs, mais là, faut en parler maintenant. Hein. Risco Inferno, qui dit qu'il n'a pas de catcheur en invité, mais un acteur qui s'appelle Dean Baldwin, le frère des célèbres Baldwin. Bon, en fait, je peux briser le quatrième mur pendant 2 secondes. Je le dis pas je le dis pas à la fin, je le dis maintenant. C'est pas le frère des Baldwin, c'est Shark Boy. Mais il a enlevé son masque depuis le début du show. Voilà. Donc encore une fois, Disco Inferno, il dit j'ai des contacts et tout, mais il a aucun contact, sans enculé. Il a juste été voir Shark Boy, il lui a dit d'enlever son masque et voilà. Simplement, c'est de l'arnaque. Pour moi, c'est de la grosse donc il lui arnaque. pose une question, il fait qu'est-ce que ça fait d'être ici? Et donc Dean répond X Division, Jerry Lynn, AJ Styles, Shark Boy, vraiment divertissant. Ensuite, Disco Inferno dit qu'est-ce que Hollywood pense des Dubs? Et Dean répond tu veux savoir ce qu'on en pense? Et il répond même jamais à la question, il fait ah oui, je connais bien Goldilocks. Il se coupe lui-même, il dit j'ai un film prévu à Nashville qui s'appelle Erwin Erstrobes. Dedans, il y a Frank Stallone, Jason Priestley, et je suis le seul Baldwin dans le film. Ensuite, l'autre répond, il lui demande qu'est-ce que font Alec Baldwin, et sa femme Holly? Est-ce qu'elle crie? Okay. Et donc il répond tu sais, Alec me dit tout, et même si je lui ai jamais demandé ça personnellement, j'imagine qu'elle crie, car dès qu'une femme fait face à un Baldwin, elle finit par crier. Parle-nous d'autre chose entre Alec et sa femme. Tu veux pas plutôt parler de mon film? Non. Est-ce que Alec et Kim ont déjà été dans un plan à 3 avec d'autres actrices célèbres? Ah, écoute, la réponse c'est oui. Et là, Brian Lawler, fâché, il débarque. Il fait ferme-la, j'en branle de toi et de ton show. Toi, fils de pute, Jeff Jarrett, tu es coupable. Donc le mec, pas Alec Baldwin, du coup Dean Baldwin, il fait attends, quel est ton nom? Dans combien de films as-tu déjà été? Oh, attends, en fait, t'es là pour un autographe? J'ai pas le temps pour ça, donc casse-toi. Et Brian dit un autographe? Pourquoi n'autographerais-tu pas ce point? Et il le frappe dans la gueule, il le met KO avec une droite. Il l'envoie dans le décor, il détruit le décor en même temps, il l'écrase avec le décor. Alors que Disco Inferno appelle la sécu, qui repose Brian Lawler, et c'est la fin du segment. Alors que Disco Inferno annonce la semaine prochaine, comme invité, l'une des plus grandes célébrités de la télé. Voilà. Segment de merde, je me suis pas amusé, heureusement c'est passé vite. Mais déjà, j'ai juste une question comme ça. Brian Lawler, pourquoi il se prend pour David Lopez, cet enculé là? Pourquoi il est énervé comme ça? Pourquoi il est énervé pour rien là? C'est quoi ce bordel? C'est David Lopez, il a trop inspiré les gens, c'est comment? Non, vraiment, il est énervé pourquoi lui?
À un moment, il débarque comme ça. Et bon, pour parler du segment, je l'ai vraiment écouté de très très loin parce que je m'en battais les couilles. Moi, ouais, attends. Je vais le dire tout simplement. J'en ai rien à foutre. Voilà. Putain, je ne m'y attendais pas, j'avais oublié. Bon, en parlant de choses qu'on aime, en coulisses, Ouais. stand-up, il est là. Maintenant, on les aime, du coup, les up. Oui, Sauf c'est que beau, lui, c'est beau. il fait un rage quit, il veut quitter la fédération. Et Beau crie qu'il faut pas faire ça, sauf qu'il sait pas quoi faire. Il dit à Goldilocks, je sais pas quoi faire. Voilà, ils sont perdus, c'est le moment de doute pour les Dupes. Qu'as-tu pensé de ce court segment? Bon, écoute, maintenant, comme tu dis, les Dubs, on les aime bien. Maintenant, ils sont attachants, ils sont touchants. Voilà, ça a rien à fait, ça a fait avancer pas grand chose. Au moins, on s'amuse encore. Dans les Dubs, ça devient un fil rouge. Je remarque de plus en plus, ça devient vraiment un fil rouge. Même depuis le début, au final, c'est déjà un peu un fil rouge en vrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire précisément et calmement, avec des mots sains et un esprit Moi, sain. ce que j'ai à en dire, c'est mais non, mais quittez pas la fédération, les mecs, restez, on vous aime bien maintenant. Et c'est sur ces mots que je vais dire It's time for the main event. Jeff Jarrett, Ron Killings débarquent pour faire face à AJ Styles et Jerry Lynn pour leur titre par équipe. Bon, voilà, putain, je sais plus parler. Killings et Jarrett font leur entrée. Jerry Lynn fait son entrée, mais seul. Donc il se fait tabasser par Jarrett et Killings. Alors que le match débute et je vais te laisser, évidemment, comme d'habitude, en parler. Et je vais de ce pas en communiquer davantage. Alors, ça commence du coup en 1 contre 2. Jerry Lynn, il se fait catapulter dans tous les sens, il peut rien faire. Jeff Jarrett et Ron Killings, voilà, le dominent. Au final, AJ Styles, bon, ça va, il vient vite, voilà, il vient rapidement pour s'en prendre à la vérité de tout. Et Jeff Jarrett, Jerry et Jay. Alors d'abord, Jerry, en fait, il veut tenter une clothesline. Et de base, le destinataire, il est un peu AJ Styles. Mais AJ Styles, il évite pour que ce soit sur Ron Killings, si je dis pas de conneries. Donc c'est assez, voilà, c'est drôle. Donc finalement, ils cohabitent ensemble, c'est pas mal. J'ai noté assez moonsault de AJ Styles sur Jeff à l'extérieur du ring. Pour l'instant, à ce moment-là du match, c'était Ron Killings contre Jerry Lynn, AJ Styles contre Jeff Jarrett. À un moment donné, on a un super bulldog de la troisième corde de Jerry Lynn sur Ron Killings. Jeff Jarrett viendra interrompre le tombé si je ne dis pas de conneries. Ce qui est assez marrant, c'est que vraiment Ron Killings, dans tous ses face-à-face, que ce soit AJ Styles, Jerry Lynn, il se faisait poutrer. Et j'ose rappeler que c'est le champion NWA, le champion majeur. Voilà, je précise, je donne des informations. Voilà, je vais être là pour donner des informations, rien de plus. Hein. Il y a eu un moment assez bizarre sur le ring. En gros, tu as AJ Styles et Ron Killings et Jerry Lynn sur le même ring. AJ Styles, il s'élance pour faire un moonsault. Sauf que Ron Killings, il évite. Enfin, il semble l'éviter. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Hein. Et Jerry Lynn, du coup, il est. Enfin, en gros, j'imagine qu'il se prend un peu AJ Styles. Sauf que rien ne se passe vraiment. Donc, enfin, c'est un peu confus. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès pour donner la dissension entre Jerry Lynn et AJ Styles, mais j'ai vraiment rien compris. J'étais perplexe, j'étais du père de fou. Bon, enchaînons. Après une distraction de Jeff Jarrett, Ron Killings en profite pour mettre un low blow secrètement à Jerry Lynn, qui va mener à une petite domination sur Jerry Lynn. Bon, AJ et Jerry font plusieurs prises, oui, Jerry. AJ et Jerry font plusieurs prises en équipe, sauf qu'à chaque fois, il y a soit Ron Killings, enfin surtout Ron Killings qui va intervenir pour casser les tombées. À un moment donné, il y a un ref bump, du coup. Il y a un ref bump. Là, là, je vais vous dire, on va rentrer dans une période du match qui est déjà très chelou. Jerry Lynn, il fait un tombé sur Jeff. Oui, putain,
sur Jeff Jarrett. Sauf que vous, là, si vous avez suivi, c'est AJ Styles et Jeff Jarrett qui sont les hommes légaux. Donc jusqu'à là, voilà. Ensuite, on enchaîne un peu. Pas de rêveur de Jerry sur Ron. Déjà, il retente à tomber. Alors, il n'y a pas d'arbitre, donc personne pour compter. Donc déjà, pourquoi sur deux mecs différents? Jerry n'est pas l'homme légal. Jeff Jarrett est l'homme légal. AJ Styles également. Ron Killings l'est pas du tout. Donc là, c'est littéralement, il veut faire un tombé sur un gars qui n'est même pas légal. Et que, étant lui-même pas légal. Donc c'est-à-dire que déjà, ça n'a aucun sens. Et maintenant, passons à la fin du match. Ron Killings, il est à terre. Et Jeff, il prend Jerry Lynn. Tandis que Jesse, il fait son spinal tap sur Ron Killings, sur le champion. Jeff, il fait son stroke sur Jerry Lynn. Jeff, il fait un tombé sur Jerry Lynn. Et Jesse, il fait un tombé sur Ron Killings. Double tombé. L'arbitre, il voit la situation. 1, 2, 3. Double tombé. Du coup, le match s'arrête. On ne sait pas qui donnait la victoire. Et je vais le dire en 2 mots. L'arbitre est con. Et c'est en 3 mots. L'arbitre est con. C'est les règles du catch. Déjà, le pire, c'est que AJ Styles et Jerry Lynn étaient les hommes légaux. Ils ont fait le tomber sur 2 hommes qui n'étaient pas légaux. C'est déjà rien que là, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire même arrêtez d'être con. Et le finish quoi, sorti du cul. Et même s'il y aurait une justification après, ça n'a aucun sens. Genre l'arbitre, il s'est pas dit, non mais c'est logique en fait. Vous êtes les 2 hommes légaux. Qu'est-ce que vous baragonnez vous deux? C'est un finish sorti du cul pour pas faire un finish clean ou un finish qui décrivait un truc. C'était bien nul comme fin. Le match était assez laborieux sans plus. C'est tout ce que j'ai à en dire. Qu'est-ce que tu as pensé du match en lui-même? Alors le match en lui-même était bon. En fait, dans le ring, ce qui s'est passé était bon. C'était oui, ça va. Énergique. Franchement, pas mal. Le finish gâche tout. Le rêve bomb gâche tout. On n'est pas monté non plus dans les tours. En fait, c'était le meilleur match de la soirée, de loin. Mais on est déçus, quoi. Le finish fait chier. Et encore, on peut dire ça de presque tous les matchs, c'était pas les meilleurs matchs de la soirée à chaque fois. Donc bon, à part l'opener à la limite, c'est un peu ça le problème. Donc bon. Moi, j'ai pas vu le match avec Bob Armstrong qui débarque, il prend les ceintures et il les rend vacantes, si j'ai bien compris, parce que c'était un peu le bordel. Ensuite, il annonce que la semaine prochaine, Truth va affronter Monty Brown pour le titre. Ensuite, Lynn et Styles vont s'affronter la semaine prochaine également pour gagner une chance au titre. Et Lynn demande un false continuer, Styles demande un no disqualification. Et Bob Armstrong annonce qu'en plus de ces 2 stipulations, ce sera un Ironman match en plus. Alors j'ai pas vraiment vu, j'ai pas vraiment compris ou entendu s'il y avait une durée de match précise. Donc voilà, c'est la fin du show. Don West finit en nous revenant dessus comme d'hab. C'est légendaire ça. Pour la semaine prochaine. Il annonce en plus de ce qu'on sait déjà un Sonny Siaki contre Jimmy Yang. Et en plus de ça, il y aura une surprise qui attendra Jeff Jarrett. Alors que, après que Don West ait fait son récital, Jeff Jarrett est en coulisses en train de se faire étrangler et menacer de mort par monsieur Brian Lawler et ça finit le show sur ces images. Heureusement pour nous. Oui, heureusement. Bon écoute, je pense que je peux de ce pas donner mon avis sur ce show. Je vais le dire immédiatement, le show, il y a un problème. Alors, le niveau rythme, c'est étonnant parce qu'en vrai, je trouvais qu'il n'y avait pas un moment où on restait trop longtemps sur un segment bizarrement. Non, on allait vite sur les autres moments du show, sur les autres angles. Donc c'était plutôt fluide de ce côté-là.
Sauf que rien, à chaque fois, rien faisait avancer quelque chose et c'est un peu le problème. Genre, Jerry Lynn, Ron Killings, ça a l'air d'être un gros programme futur, voilà, enfin, de ce qu'on nous montre. Premier segment de la soirée, c'est correct, moyen, c'est pas mauvais. Genre, tous les rôles sont. Voilà, mais on s'en fout un peu. Brian Lawler, tu sais pas ce qu'il branle à chaque fois dans les segments. Il s'énerve, le gars, on sait pas pourquoi. Il s'est pris pour David Lopez. Voilà, pas fou. Vraiment pas dingue de ce côté-là. À part le punter, on n'a pas mangé grand-chose in-ring. Ah, et le main event, en vrai, bon, j'ai un peu abusé sur ma critique parce que la fin m'a laissé un gros goût amer. Il était pas mal, mais ça cassait pas quatre pattes à un canard. Théo Bodop, évidemment, enfin, c'était le Dub Cup Invitational match, c'est très cool. Voilà, c'est toujours très divertissant, c'est vraiment le moment où on redescend un peu, c'est super. Sauf que quand c'est le meilleur truc du show presque, c'est qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème de sélection, il y a vraiment un gros problème. C'est vraiment que le reste de ton show, il est explosé contre un mur. C'est terrible, terrible. Ellie Skipper, Monty Brown, on s'en foutait en vrai. Monty Brown, le problème c'est qu'on sait que c'est pour plus tard, c'est pour autre chose, c'est pas un truc pour plus gros. Et la preuve, la semaine prochaine, il a un truc plus gros. Donc on l'a vu. C'est le problème, c'est que les skippers, ils servaient juste de barrière, voilà, une barrière secondaire qui vient se mettre sur la route de Monty Brown finalement. Il n'était pas important, il n'était pas essentiel à la suite, donc c'est compliqué, disons, de s'y intéresser plus en profondeur, malheureusement. Voilà, bon, Malice, c'est malheureux ce qui du coup lui est arrivé après tous ces événements. Mais bon, voilà. La division X, la X division qui est décevante, c'est vraiment que le show, ça va pas bien. C'est-à-dire que même la X division a été décevante et ça montre quelque chose finalement. C'est pas un show fameux. On n'est pas allé jusqu'au bout à chaque fois de quelque chose. On n'est pas, enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tout était incomplet, qu'il y avait des pièces de puzzle qui manquaient pour réunir un truc correct dans l'ensemble. C'est-à-dire le show était très moyen. Déjà à Disco Inferno, merci d'avoir invité les Dobbs il y a quelques temps, mais les segments sont inutiles. Ça avance jamais. En fait, c'est jamais une storyline en fait qui est mis en travers de Disco Inferno. C'est toujours des éléments dont on s'en fout un peu. Du coup, c'est compliqué de s'y plonger réellement et de se dire, ok, c'est intéressant et divertissant. Non, on s'en branle. Il y a rien. Il y a Brian Lawler, allez, limite, ça veut faire un fil rouge un peu couillu dont tout le monde s'en bat les couilles, mais bon. On ne sait pas vraiment où ça veut aller, où ça veut mener. Donc bon, voilà, c'est le problème. Genre, Disco Inferno, en fait, il faut lui donner genre Jerry Lynn et Jay Styles, qui lui, il essaie de les calmer, mais il n'y arrive pas. Puis lui, il doit appeler la sécurité. Voilà, ça serait peut-être mieux. Bon, même si Disco Inferno en lui-même, je le trouve un peu chiant. Voilà, je le trouve pas très divertissant en vrai en lui-même. Je trouve un peu relou, un peu redondant dans sa manière d'amener les segments. Donc j'avoue que c'est un peu peine perdue pour moi, j'avoue. Donc c'est un peu ce que j'en ai pensé dans la globalité du show. Merci les Dobbs, merci pour les travaux. Et voilà, je me suis peut-être un peu répété sur pour donner mon avis un peu plus élargi, un peu plus concret, concis sur cet épisode 9, je suis extrêmement déçu. Après des épisodes qu'on a qualifiés de bons, voire même très bons pour le dernier, dans les dernières semaines qu'on a pu explorer sur cette chaîne, cet épisode, sans être mauvais, comme on a pu déjà le voir dans les alentours du 4-5, je crois, est un épisode plat, un épisode où il ne se passe rien. Donc même si l'épisode n'est pas mauvais en lui-même, rien de vraiment gênant, l'épisode ne sert juste à rien. L'épisode est là, fait évoluer quelques trucs, évidemment, annonce quelques matchs assez excitants, on peut le dire, pour les semaines suivantes, mais nous sommes sur un épisode assez faible. Alors évidemment, je vais parler de cette question. L'épisode 10, on peut déjà parler de fête, de l'épisode 10, d'anniversaire, du 10e épisode de NW TNA, soit pour nous ou pour la fédération, enfin pour le show. Ils ont intérêt à peut-être pas mettre le couvert parce que
c'est peut-être pas possible, mais à nous surprendre, à nous mettre un épisode qui nous entraîne, au lieu de nous mettre un épisode qui, comme celui qu'on vient de voir, dont on vient de parler, nous endort. J'espère ne pas être déçu pour l'épisode 10. Voilà, Après- la semaine après- prochaine. Après, sur le papier, je m'essaye à l'humour. Voilà. Bon, après, Donc, heureusement, le show attends, était juste. vraiment, Voilà. Je t'interromps, tu as coupé. On a coupé ta vanne, même pas au montage, c'est Discord t'as coupé. Ah merde! Putain, j'ai dit la carte était goldée comme Goldilocks, mais. D'accord, j'ai compris. Discord, même Discord, il a pas accepté que je fasse la. Putain. Bon, heureusement, le show était juste moyen, voilà, comme je dis après. Parce que bon, on aurait pu avoir un show catastrophique, ça va. C'était juste moyen, donc bon. Mais ouais, extrêmement déçu. On espère que ça va tout rattraper la semaine prochaine. Bon, on peut, je pense, transitionner peut-être vers la conclusion de la vidéo. Avant, du coup, on va vite fait communiquer notre absence. Je vais communiquer de notre absence. Si on a un peu, on s'est un peu éparpillé, on n'a plus trop fait de choses, c'est parce que de base, on devait sortir un petit concept, un nouveau concept qu'on voulait faire. Ça s'est pas vraiment déroulé parce qu'on n'avait pas calculé à quel point ça prenait du temps. Enfin, surtout dans notre vision de faire. Que de base, en vrai, si tu le fais différemment, c'est beaucoup plus rapide à faire. Du coup, on n'a pas pu le faire dans l'immédiat. On sait pas si un jour ça va aboutir. On espère, pourquoi pas. Enfin, on espère au moins essayer l'expérience une fois pour voir si ça va vous plaire. Et en vrai, ça pourrait vous plaire, hein. Donc du coup, c'est pour ça notre absence. Et après, bon, généralement, on s'est un peu lâché. Pourtant, on avait les vacances. Enfin, Yann était en vacances, mais du coup, on aurait pu sortir encore plus de vidéos. Pourquoi pas essayer de faire 2 NWTN en une semaine, mais non, on a rien fait, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, tout ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y aura peut-être prochainement un nouveau concept, une nouvelle série, hors série en fait, d'Exposé Catch et des podcasts, voilà, de mon côté. Du coup, on peut passer directement à la conclusion qui conclusionne réellement la vidéo, donc je te laisse la faire. Avant de faire une conclusion, je vais te rejoindre sur la suite. Alors, on parlait justement d'un nouveau concept qui prenait assez de temps. Le plus gros problème ne réside pas dans le fait qu'il prenait assez de temps, mais dans quelques galères qui sont venues se rajouter dans le côté un peu plus technique. Bien sûr, je ne ferme pas la porte. Je pense que toi non plus, tu ne fermes pas la porte. Elle arrive Pas au du concept tout. peut-être un jour. On est de retour avec le format podcast. Et bien qu'on soit tombé sur un mauvais épisode, eh bien, je suis assez content de revenir. Voilà, je sais pas pour toi, j'espère. Sinon, on a un problème. Enfin voilà. De mon côté, je peux faire les bonnes annonces pour le dernier mois de cette année 2023. Les retours de l'exposé solo, comme j'avais déjà fait avec Nexty Battleground, sachant que je vais avoir un nouveau micro qui me permet de rendre ce concept un peu plus perfectible, si je puis dire. C'est une arrivée de nouveaux matos pour moi, un nouveau casque par exemple, qui va me permettre de rendre un peu tous ces tournages un peu plus simples. Et bien voilà, je pense que c'est sur ces mots que je peux vous inviter à évidemment liker, vous abonner, partager, mettre un commentaire pour nous donner un avis, ou rien que pour le référencement, ça peut vraiment nous aider. Donc franchement, merci aux gens qui nous suivent, s'il y en a, j'espère. Soyons un peu encourageants. Je pense que je peux vous dire, comme à chaque épisode, depuis 9 épisodes maintenant, à la prochaine. Bonne nuit.